Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de remonter 100 ans en arrière pour nous souvenir d'un homme mort au champ d'honneur quelque part entre Panchard et Villeroy en Seine-et-Marne le 5 septembre 1914, Charles Péguy. De lui, que savons-nous vraiment? Qu'il a été catholique vers la fin de sa vie, qu'il a dirigé les Cahiers de la Quinzaine dans une petite boutique juste en face de la Sorbonne, qu'il a écrit des poèmes, quelquefois un peu répétitifs, qui parlent de la Vierge Marie et de Chartres. Mais qui était-il vraiment? Quelle fut son œuvre? Quels furent ses combats? Pour répondre à ces questions, deux invités. Marie Beusvillevade, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de Péguy, et Charles Coutel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université d'Artois et vous dirigez l'Institut des faits religieux. Alors peut-être, avant de commencer sur Péguy, qu'est-ce que c'est que l'Institut des faits religieux? Écoutez, c'est une grosse affaire. C'est une approche œcuménique des faits religieux qui peuvent présenter 158 différentes définitions. Donc on essaie de classer un peu ces définitions dans une perspective très, très œcuménique. Et vous faites ça dans l'université? À l'Université d'Artois, mais cela irradie tout le nord de la France et la Belgique. Et la Belgique. Alors, on va repartir sur Péguy. Peut-être présentez-nous un peu qui était ce Charles Péguy. Il naît où? Il naît quand? Et qu'est-ce qu'il fait dans les premières années de sa vie? Alors, Péguy, c'est très difficile de résumer en quelques phrases ce qu'il a été, parce que son parcours est extrêmement complexe, il a une vie très riche. Mais donc, commençons par le commencement. Voilà, le petit Péguy. Voilà, le petit Péguy. Donc, la première période est orléanaise. Péguy naît en 1873, donc à Orléans. Et il passe sa vie, son enfance entouré de sa mère et de sa grand-mère, qui sont les deux femmes qui vont l'élever. Parce que son père décède lorsque lui-même n'a que 10 mois. Il ne le connaîtra donc jamais. Et donc c'est vraiment dans un univers féminin que Péguy grandit. Il qualifiera son enfance à la fois de laborieuse et de pauvre. Et c'est vraiment sous ce double signe du travail et de la pauvreté que Péguy apprend ce qu'est une vie d'homme. Famille intellectuelle, famille plutôt, vous avez dit pauvre. Il dit souvent, nous sommes les enfants de notre enfance laborieuse. C'est-à-dire qu'il y a, et Marie a raison, une mystique du travail. Alors mystique chez Péguy, c'est un mot très compliqué, surtout à partir de 1910. C'est tout simple. La mystique, c'est ce qu'il ressent, ce qu'il vit durant toute sa période orléanaise, lorsque, guidé par le travail, il s'aperçoit que grâce à l'école de la République, dont il est un boursier plein de gratitude, il s'aperçoit que ce qu'il va faire toute sa vie, c'est avec les mots, ce que sa mère a fait avec la paille pour rempailler des chaises, qui est un métier à domicile qui oblige à faire un métier fait maison, comme la cuisine. Donc si Marie me suit là-dessus, il est le poète de l'enfance, et il est surtout le philosophe de l'espérance, de l'enfance comme espérance, mais nous y reviendrons peut-être. Donc, pur produit de la Troisième République, avec ascension sociale. Voilà, tout à fait. En fait, il est repêché, c'est selon ses propres mots, par Théophile Naudy, qui était donc le directeur de l'école normale du Loiret, et qui repère très vite ce jeune élève qui est extrêmement brillant, qui manifeste beaucoup de curiosité intellectuelle, très vif d'esprit, qui décroche tous les premiers prix. Et il le repère et il pense que c'est vraiment que ce serait un très très grand dommage de le laisser rempailler des chaises toute sa vie, alors qu'il est vraisemblablement promis à bien davantage. Et donc c'est lui qui va faire en sorte qu'il puisse entrer en classe de 6e. Et Péguy, d'ailleurs, écrit des pages très, très émouvantes sur ses premières impressions latines lorsqu'il ouvre pour la première fois une grammaire latine. Et il est absolument bouleversé par la beauté du simple mot rosa et par sa déclinaison. Ah oui, c'est l'élève qu'on aimerait avoir. Ah oui, c'est d'autant plus vrai que quelques années après, donnant solennellement et sans doute avec émotion un exemplaire de ses œuvres choisies de prose à Monsieur Naudy, il dit « Je vous dois tout, puisque je vous dois les humanités ». Et par une sorte de raccourci poétique, que cette célébration de la rosace serve en quelque sorte de fil directeur de sa poétique, car, mettons les pieds dans le plat, c'est l'homme qui sait faire des rosaces et des cathédrales avec les mots. Pierre-Emmanuel, commentant la très belle poésie, Ève dit « Enfin, la poésie française a son Chartres ». Je pense que c'est important donc d'insister sur le fait que, découvrant Rosa la Rose, il rentre dans le jardin de la culture et de l'humanisme classique. Et là, il sera plein de gratitude pour cette Troisième République
amis des sciences et des arts, comme dit le grand du Bellay, je me demande si cette collusion entre la République et les humanités n'est pas, disons, devenu ce lien un peu problématique aujourd'hui, faute de lire sans doute. Mais qu'en pensez-vous, Marie, faute de lire Peggy d'assez près? C'est sûr qu'on devrait relire cet auteur, mais comme vous l'avez dit, de près. C'est-à-dire pas simplement se contenter d'une image d'Épinal. Ce que j'ai dit dans mon lancement. Absolument. Exactement. C'est exactement ça. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. D'approfondir un petit peu plus. Alors donc c'est un élève qui est assez brillant. Il va même jusqu'au sommet puisqu'il va jusqu'à Normale Sup. À l'école normale supérieure, c'est là qu'il fait son éducation politique, ou est-ce que on pensait dans la famille de Peggy? Et c'était déjà en germe parce que donc son père avait participé à la guerre de 70. Merci. Oui. Et donc sa famille était républicaine, Oui. très très convaincue. Et puis en fait, au cours de son enfance, il aura des pères de substitution, et notamment l'autodidacte Boitier qui va lui permettre d'avoir déjà des rudiments de pensée républicaine, engagée, socialiste, etc. Et lorsqu'il arrive à l'école normale supérieure, il va avoir la possibilité de suivre des cours qui, là, effectivement, vont vraiment charpenter son esprit et vont lui permettre d'un peu s'ancrer dans ses convictions, de les approfondir, de les mûrir, et puis aussi vraiment de s'approprier quelque chose qu'il tient déjà... qu'il a à cœur depuis longtemps. Et alors, il est quoi? Il est catholique ou il ne l'est pas là? Alors, c'est une grosse affaire. Quelques dizaines d'années après sa mort, Emmanuel Mounier, qui est sans doute, d'après Bergson, celui qui a lu Peggy de plus près, va jusqu'à dire: on trouve chez Peggy de quoi contenter ou mécontenter tout le monde à la fois. Et lorsqu'il va fonder les cahiers de la quinzaine, dont on va parler, parution régulière dont on va parler, il dit revendiquer l'ambition qui nous déconcerte de vouloir déconcerter, de vouloir mettre au travail et de décevoir un tiers de ses lecteurs, de ses abonnés. D'ailleurs, il en perdra en cours de route. Oui. Alors, Boitier, c'est très important, parce qu'à côté du travail, à côté du culte de l'enfance, l'espérance, qu'est-ce que l'espérance chrétienne, catholique, sinon le fait d'oser dire que notre enfance est devant nous, que Noël suit immédiatement Pâques. Et à côté de ce culte de l'espérance de l'enfance, il y a le culte du travail, mais il y a les amis, la fidélité aux amis. Qu'importe de penser bien, de penser juste, de faire des carrières si nous ne le faisons pas ensemble pour faire avancer un certain nombre de valeurs. S'ajoute là-dessus, bien sûr, le culte des mots. C'est un poète, mais c'est un poète grâce à l'école. Ça n'est pas un poète parce qu'il est indigné ou parce qu'il regarderait je ne sais quel spectacle de la nature, par ailleurs superbe, selon lui. C'est un travail sur les mots, c'est un travail sur la mémoire, donc sur la culture. Mais effectivement, l'école normale est un grand moment disons, d'approfondissement socialiste. Alors, il devient socialiste parce qu'il ne supporte pas, dès la classe de seconde, le dogme de l'enfer. Il ne supporte pas qu'un seul, le plus pécheur qu'on voudra, au sens théologique, soit écarté a priori. Voilà. Rien chez lui n'est plus étranger que cette idée de prédestination. Non, nous forgeons, nous faisons, nous valons ce que valent nos engagements. Et ça, c'est la période de l'école normale supérieure, qu'il va d'ailleurs, Marie, quitter sur à la fois un coup de tête, mais j'allais dire pour rejoindre le modèle par excellence qui est Jeanne d'Arc. Ça déconcerte beaucoup. Ben oui. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de tous les intégrismes en tout genre s'accaparent, détournent, peut-être même encore en ce moment, la belle figure de Jeanne d'Arc. On pourra y revenir si vous voulez. Êtes-vous d'accord, Marie? Oui, Jeanne d'Arc, c'est le modèle. Jeanne d'Arc, oui, c'est une figure qui tient un rôle primordial dans l'ensemble de la vie de Peggy. On pourrait presque dire que c'est sa muse. Elle est humble. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à Peggy parce que il s'est toujours revendiqué du peuple, non pas pour un populisme
qui serait un peu simpliste, mais c'est vraiment parce que les valeurs du peuple sont, on l'a déjà dit, les valeurs du travail bien fait, voilà, du bel ouvrage, et il aime cette humilité qui vient de la terre. Voilà, donc Jeanne déjà le touche pour cela. Elle le touche également parce que jusqu'au bout, elle poursuivra son idéal. Et puis parce que Jeanne, pour lui, incarne celle qui ne supporte pas, comme vous l'avez dit, Charles, qu'un seul soit damné. Et la première œuvre, Jeanne d'Arc, qu'il écrit en 1897, s'ouvre sur une dédicace assez surprenante, où Peggy en fait invite tous ceux qui voudront prendre part justement à cette lutte contre l'injustice. Et ce qui fait que cette dédicace se veut vraiment universelle, dans le sens où on n'est pas, lui-même d'ailleurs à cette époque n'est pas du tout catholique, enfin ne se revendique pas tel. Et pour autant, il est déjà animé par cette espérance chrétienne et par le souci de vouloir intégrer tout le monde dans sa cité. Et Jeanne d'Arc, en fait, est le pendant théâtral et poétique d'une autre œuvre qui paraît quasi simultanément, de la cité harmonieuse, en 1898, donc juste un an après Jeanne, et qui est-elle un essai politique justement sur cette intégration qu'on peut dire catholique au sens étymologique du terme, voilà, d'où nul ne sera exclu. Oui. Il a, par rapport à Jeanne d'Arc, une gratitude qui est une gratitude en compagnonnage. Ça n'est pas une idole, c'est, j'allais dire, un réservoir d'énergie et de fidélité à soi-même. Pourquoi ? Parce que pour, quand même, le chrétien continu qu'il est... Parce que sa famille est chrétienne. Écoutez... C'est compliqué. Hein. vous avez là des projets de colloque pour 1000 ans. Ah oui, d'accord. En tout cas, ça deviendra de plus en plus difficile de s'affirmer chrétien chez lui, parce qu'il épouse Charlotte, qui est Baudouin, qui est une anticléricale revendiquée, oui. Mais ce qui ne veut pas dire anti-religieux. Ça, c'est le grand service que nous rend Peggy, oui. C'est de montrer que quand on défend la laïcité, on n'attaque pas les religions. Seuls quelques-uns pensent que bouffer du curé nourrirait son républicain. Oui. Non, c'est dans le Porche, mais qu'en pensez-vous, Marie, qu'il donne un petit peu la clé de ce rapport à Jeanne d'Arc qui est essentiel. C'est vraiment la grande affaire, au point qu'il renonce à sa carrière universitaire pour aller travailler, faire des repérages en Lorraine, travailler d'arrache-pied à la rédaction. C'est que Marie... certes, l'a déjà signalé, Charles Peggy pense que Jeanne d'Arc est au plus près de l'imitation de Jésus-Christ, de sa petite vie, une petite vie qui n'a l'air de rien, mais qui permet de rester fidèle à soi-même. Donc, jusqu'au bout, il reste fidèle à Jeanne d'Arc parce que Jeanne d'Arc l'aide à rester fidèle à soi. Donc, c'est important. Pourquoi ? Parce que Jeanne d'Arc est instrumentalisée, comme d'ailleurs Peggy, depuis... septembre 1914, au service de cause, et ce sera encore pire durant la période de Vichy. Voilà, c'est le même travail de manipulation sur Jeanne d'Arc et sur Peggy. Et là, je pense que le beau travail de l'amitié Charles-Peggy, dont Claire Daudin est la présidente, on rectifie sans arrêt les affaires en étant au plus près des textes. Alors vous avez dit, il ne supporte pas l'injustice. Il y a un épisode qui le montre de manière assez claire, c'est qu'il est anti-Dreyfusard. Enfin, il est Dreyfusard, pardon, il est contre justement ceux qui sont contre les condamnations. Pour lui, c'est quoi ? C'est un engagement politique ? C'est bien plus qu'un engagement politique, c'est l'engagement de sa vie avec un E majuscule. Oui. Et puis c'est un engagement qui imprègne tout son être, toute son existence. J'allais presque oser l'engagement métaphysique, ou existentiel, ou quelque chose comme ça. S'il y a vraiment un événement qui marque, c'est l'affaire Dreyfus. Oui. D'autant plus que toujours l'amitié, toujours la fidélité. À cette occasion-là, il rencontre la famille Dreyfus, bien sûr, mais surtout Bernard Lazare. C'est avec Marcel Baudouin, d'autres, Jules Isaac, un autre frère péguiste juif. Deux mots sur Bernard Lazare. C'est donc lui qui a plus ou moins fédéré les les Dreyfusards, je ne vais pas y arriver, ceux qui s'opposent au jugement du capitaine Dreyfus. Il est contacté en premier lieu par le frère d'Alfred Dreyfus. Voilà. Et très vite, le compagnonnage avec Bernard Lazare prend. Il va au-devant de Zola, il va au-devant de Barrès, il contacte, il multiplie les initiatives, il n'hésite pas à faire le coup de poing pour
préserver les cours des professeurs de la Sorbonne qui défendent Dreyfus. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un activiste, pas un agité, mais un activiste. C'est-à-dire que quand Marie, avec raison, parle d'engagement, il se fera rosser par la police. On oublie ça un peu maintenant, où on a l'impression que les causes, c'est simplement des petits échanges. Non, c'était vraiment, on retrouvera ça d'ailleurs en France dans les années 30. Non, c'est la grande affaire. Comme pour, par exemple, Mounier, les accords de Munich. C'est-à-dire qu'il y a, ou le procès de Jésus pour les chrétiens, ou le procès de Socrate pour les philosophes. Voilà, Péguy, mais ne nous trompons pas de question, Péguy est celui qui prend la notion de procès au sérieux pour lui, chrétien, mais aussi Dreyfusard, il défend Dreyfus. C'est le procès de tous ces grands phares de l'humanité ne serait pas forcément gagné. Ne serait pas forcément compris. On pourrait recondamner Socrate, recondamner Jeanne d'Arc aujourd'hui, recondamner Dreyfus. Donc c'est ça la grande... D'où le tempo, mais qu'en pensez-vous Marie, le tempo tragique de sa défense de Dreyfus. Ah oui, absolument. Ce Péguy, il le dira d'ailleurs rétrospectivement en 1910 en écrivant Notre jeunesse, qui est sans doute l'un de ses textes les plus forts, les plus beaux, les plus poignants aussi. Et il le dira, nous avons consacré toute notre énergie. C'est vraiment, c'est un service qu'il rend à la vérité, c'est un service qu'il rend à la justice. Et ces deux termes, pour lui, sont profondément incarnés. Ce ne sont pas, il le dira, ce ne sont pas des justices et des vérités éthérées, mais ce sont des justices et des vérités charnelles. Donc il est profondément engagé et c'est pour lui il y va de l'honneur de son pays en fait. Il le dira, alors je paraphrase, hein, ce n'est pas c'est pas Péguy lui-même, mais il dira qu'en fait une seule injustice fait du tort au peuple entier. Voilà, c'est ça. Et pour lui c'est insupportable. Donc Dreyfus a beau être seul à être condamné, il suffit qu'il y en ait un pour que soit justifiée l'intégralité de son combat. Oui, c'était vraiment un engagé. Oui, complètement. Il retrouve d'ailleurs cette problématique, cette idée, dans son commentaire des 3 paraboles de Luc, dans le Porche. Une brebis égarée mobilise toute la chrétienté. Une drachme perdue mobilise toute la ménagère, etc. Donc, c'est l'idée qu'on retrouve d'ailleurs dans la problématique, l'idée des Juifs qui valorisent le juste, celui qui a sauvé un Juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, a sauvé l'humanité. Alors, ce qui est intéressant avec Dreyfus, il le dit à partir de 1905-6, quand il commence à constater, il utilise cette expression, une décomposition du dreyfusisme. Pourquoi ? Parce que ce moment de convergence de ce qu'il appelle des mystiques, mystique française, mystique républicaine, mystique socialiste, mystique juive, et se coalisent. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir, comme durant la Résistance, dans nos divers pays, occupés par les nazis, on ne te demande pas ta carte d'identité quand il s'agit de défendre la vérité. Et Jacques Julliard a cette belle idée qu'il y a eu, durant l'affaire Dreyfus, une connivence des mystiques. Sauf que, le temps se dégradant, les passions humaines prenant le relais, les mystiques se dégradent en politique. Oui. Et ça... Péguy ne supporte pas. Non, puisque cette dégradation remet en cause les grandes décisions métaphysiques, dit Marie, existentielles, humaines, de la période orléanaise, être fidèle à ses amis, aimer le travail bien fait, ne pas supporter l'injustice et dire la vérité. Pour Péguy, il n'est de vérité que de vérité, criée, dite, et ensuite, plus calmement, récitée, écrite dans la poésie. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause poétique, justement. Je vous propose qu'on entende, alors c'est un des textes, c'est un des best-sellers de Péguy, et puis on l'a un peu tous appris, donc on va le réciter en même temps que notre comédien Michel Dargent. Donc c'est évidemment la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, c'est dans la tapisserie de Notre-Dame. Alors, on a fait un petit saut chronologique, puisque ça date de 1913. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle, et l'océan des blés. Et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape. Et voici votre voix sur cette lourde plaine,
et nos amis absents, et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous nos poings désassemblés, et notre lassitude, et notre force pleine. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour, et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon. À peine quelques toits font comme un archipel. Du vieux clocher retombe une sorte d'appel. L'épaisse église semble une basse maison. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules, comme un rang de châteaux sur la barque amirale. On pourrait le commenter pendant des heures, hein, mais voilà, l'émission file. Alors j'aimerais peut-être qu'on arrive à ce qui constitue, vous avez dit, il y a l'affaire Dreyfus, et puis l'autre grande affaire de la vie de Peggy, c'est les cahiers de la quinzaine. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que les fameux cahiers de la quinzaine ? Un journal qui sort des normes, voilà, qui, à l'origine, Peggy, en 1899, est profondément déçue, voire meurtrie, par la décision qui a été prise lors du congrès socialiste et décision en fait qui voudrait établir la censure et ce qui est pour Peggy un amoureux de la liberté, il ne peut y avoir de censure parce qu'en fait lui s'oppose à l'unification des partis, à cette espèce de refus de la pluralité des voix. Au contraire, pour Peggy, il faut qu'il y ait une polyphonie et lui-même n'hésite pas d'ailleurs dans ce journal qu'il va fonder, j'y reviens tout de suite, à faire entendre diverses voix, même s'il ne partage pas nécessairement le point de vue qui est proposé, mais au moins, voilà, pour lui, c'est un lieu d'échange qui doit être créé et il faut absolument préserver ce lieu d'échange. Donc les cahiers de la quinzaine voient le jour en 1900 et Peggy les mènera, continuera à les nourrir, à les alimenter jusqu'en 1914. Et c'est vraiment l'œuvre de toute sa vie qui va lui permettre d'exprimer ses idées justement en dehors des sentiers battus et surtout en dehors de cette volonté d'unification à tout prix qui est la ligne adoptée par le parti socialiste, communiste. Enfin, voilà. Il y a une volonté de parler d'une seule voix. Et lui, il ne supporte pas. Et non, il ne veut pas parce qu'il y a le risque d'un dogmatisme en fait, et puis le risque d'une sclérose, le risque... il avait bien vu l'évolution qui allait s'en suivre. Tout à fait, tout à fait. Alors, les cahiers de la quinzaine s'organisent autour d'un certain nombre d'affirmations, qui sont des affirmations à la fois politiques et morales. Donner un dossier à chaque fois à quelqu'un, un seul auteur, qui en a la charge. Lui, c'est la logistique au beau sens du terme, c'est celui qui va assurer la relecture des épreuves. Mais un individu va assumer la totalité du numéro. Donc, refus de l'anonymat. Nous vivons dans des temps présents où des paroles circulent, je crois comprendre, ou du moins en France. On appelle ça des éléments de langage qui viennent de partout et qui produisent de l'irresponsabilité collective en brisant des vies. Alors que là, c'est l'inverse. Deuxième ou troisième refus, c'est l'idée que les informations qui seront circulées, qui seront publiées, seront vérifiées. Il veut documenter. Il parle d'un journal vrai. Mais c'est en débat le plus génial. C'est ce qu'il appelle la stratégie du contre-pied contre-fort. Mais pour faire comprendre cette stratégie du contre-pied contre-fort, déjà la cathédrale, il a à la fin du Porche une très belle idée. C'est que Marie n'est droite que parce que Marie est penchée. C'est cette idée que pour qu'un journal soit droit, défendre une hypothèse, il faut s'appuyer sans arrêt sur ce qu'un opposant pourrait dire. Un exemple, pour ne pas faire trop long, c'est parce qu'il répond à un de ses collaborateurs qui commençait à dire qu'il fallait tourner la page de l'affaire Dreyfus, qu'il produit son plus beau texte. Contre-pied, contre-fort, déjà la cathédrale. Si l'on veut être dans les hautes régions, il faut s'appuyer sur celui qui ne pense pas comme nous. Urs von Balthasar traduira en théologie cet œcuménisme de la méthode de Peggy. Je pense que Peggy, ici, est non seulement intéressant, mais subversif. Je me nourris de ce qui n'est pas moi.
Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que les cahiers de la quinzaine, c'est pas forcément une revue littéraire. Enfin, on a cette image-là, mais ils dénoncent avant tout le monde, par exemple, un génocide qui annonce le génocide arménien de 1915. Oui. Enfin, c'est un vrai journal, si je puis dire. Voilà, absolument. On y trouve de tout. Et vraiment, la ligne directrice, c'est dire bêtement la vérité bête. Il a plein d'expressions de Cécile, vraiment la vérité vraie, etc., etc. Donc en fait, pour Peggy, c'est vraiment la vérité qu'il faut rechercher. Et après, effectivement, on trouve de tout. Les cahiers veulent informer, vous l'avez dit, Charles, veulent informer les personnes, leur donner le loisir de s'exprimer. Et puis surtout, voilà... oui, il y a un côté subversif parce que justement, on sort encore une fois des sentiers battus. Je voudrais juste revenir sur le titre cahier et quinzaine. Oui. C'est très important parce que les cahiers font écho à cette ère de l'enfance en fait, qui est si chère à Peggy. Donc voilà, ce sont les cahiers d'écoliers. C'est d'abord un travail très humble et Peggy, on a encore les tout premiers cahiers qu'il a écrits. Enfin, on sent qu'il y a un amour, voilà, encore une fois, de la calligraphie, enfin, c'est quelque chose bien fait, quoi. Exactement, c'est quelque chose qui est très humble. Et il ne s'agit pas d'entrer dans des projets absolument titanesques. Et d'ailleurs, la périodicité de la quinzaine s'y prête très bien. Voilà, c'est un bimensuel. Donc, on travaille, c'est l'expression de Peggy, on s'attache aux misères du temps présent. On ne peut pas prédire l'avenir. Il n'y a absolument aucune philosophie de l'histoire chez Peggy, enfin, dans le sens, l'histoire n'a pas un terme vers lequel on s'achemine. Il faut travailler dans le présent, et c'est en travaillant ici et maintenant qu'on a l'espoir de changer les choses, en fait. La ligne éditoriale, c'est quoi? Parce que vous avez dit, bon, il est subversif, etc. C'est l'idéologie du Parti socialiste, les envies de M. Peggy Alors, il y a de quoi répondre disons, pour le pour et le contre, mais il y a une ligne directrice, c'est dire la vérité, gueuler la vérité. Un peu comme, sur le plan privé, le faisait Flaubert, qu'il hurlait ses textes. Eh bien, je crois que c'est devant la cité que Peggy s'exprime. Alors, un exemple de l'ambition, pour répondre à votre question. Au moment de discussion de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, que fait Peggy? Il rassemble les articles de Raoul Allier, qui est un républicain protestant. Il laisse Raoul Allier organiser le dossier, c'est la ligne humaine et éthique, mais il fait tout pour que les députés reçoivent le dossier, s'en imprègnent. Autrement dit, ça n'est pas une publication, c'est un moment dans une action. Et cela permet de répondre, en compléter ma réponse, il prend exactement le contre-pied des presses universitaires de l'époque et des presses politiques, où on publie un journal pour être lu par des gens qui ne seraient que d'accord avec nous, ou bien on cherche à publier un article pour faire signe vers une toute petite communauté, il appelle ça la communauté des gendres, les jeunes cherchant à se marier avec la fille du grand professeur qui permettra le recrutement. Donc on n'écrit pas pour la vérité, on écrit pour se pousser. Voilà pourquoi il est violemment, à l'époque, contre la montée en puissance de ce qu'il appelait les sciences de l'éducation, qui, conformément à ce que dira quelques années après Théodule Ribot, n'hésitera pas à dire « la pédagogie n'est pas une science, c'est une carrière ». Alors ça, c'est du Peggy craché. Donc c'est cette idée qu'une revue, ça sert à faire avancer, j'allais dire, la cité harmonieuse au sens déjà précisé par Marie. Oui, parce qu'on est à l'époque où en fait s'invente cette sorte de littérature très particulière qui est la revue scientifique, où on parle les uns aux autres, et comme vous dites, on se connaît bien. Lui, il est anti-système d'une certaine façon. Absolument. C'est pas un universitaire. Oui. Il écrit d'ailleurs un texte, un très très beau texte qui s'appelle L'esprit de système, ou alors Heureux les systématiques, enfin c'est l'équivalent. Et dans lequel, justement, il dénonce cet esprit de système où on veut absolument tout classifier, tout ordonner, tout maîtriser. La réalité se trouve réduite aux catégories auxquelles on veut bien, dans lesquelles on veut bien l'enfermer. Et là c'est pareil, Peggy libertaire, Peggy amoureux, enfin libertaire non, dans le sens positif du terme, d'amoureux de la liberté, ne veut pas, ne peut pas concevoir que la réalité qui est riche, qui est plurielle, qui est multiple, puisse être ainsi réduite à des étiquettes. Et donc, il écrit tout ce texte contre, justement, tout esprit de système. Et de ce point de vue-là, Bergson, dont il a été l'élève... À Normal Sup, oui.
Voilà. Et dont il a suivi les cours aussi au Collège de France. Bergson, qui était devenu aussi un ami cher et presque un père, lui a été d'un grand recours parce que justement, il lui a permis de sortir d'une pensée toute faite, d'une pensée habituée. Jean-Pierre Rioux, dans un bon texte, La France en 1900, explique, pour montrer un contre-pied, si je puis dire, des cahiers de la quinzaine, les conditions dans lesquelles Durkheim, le grand sociologue, a pu commencer à fonder et à développer l'année sociologique en 1898. C'est exactement l'inverse des cahiers. On écrit entre soi pour promouvoir une discipline qui peu à peu va devenir hégémonique dans l'université, risquant d'ailleurs de constituer dans l'université, malheureusement aussi dans l'école normale supérieure, un parti intellectuel, c'est-à-dire une sorte de coalition des arrivistes intellectuels. Et d'où aussi sa haine du genre classique qu'on appelle la thèse. Il a publié un texte qui s'appelle La thèse, mais vous ne pourriez jamais soutenir à l'université, dans le monde entier, une pareille thèse. Et pourtant, ça devient un texte qui, en quelque sorte, organise le procès du monde moderne, dont le livre de Marie analyse très bien la complexité. Hein. C'est, disons, Péguy est celui qui fait le procès du monde moderne, car il se veut contemporain, il ne se veut surtout pas moderne. Alors on est dans la séquence 1900-1914 là. C'est aussi le moment où Péguy, alors c'est un terme sur lequel vous avez certainement tapé, se convertit. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, est-ce que c'est une conversion? Non, on ne peut pas, en tout cas lui n'utilise jamais ce terme, et on ne peut pas parler de conversion mais d'un approfondissement, ce sont ses propres mots. Ce n'est pas en revenant que nous avons trouvé la foi, oui, c'est au bout. C'est au bout, nous l'avons trouvé au bout, nous ne l'avons pas trouvé en revenant, voilà, nous l'avons trouvé au bout. Donc il ne revient pas à la foi de son enfance, enfin, c'est pas comme ça qu'il le voit. Plus exactement, en fait, oui c'est ça, il retrouve un chemin sur lequel il n'a jamais cessé d'être. Il n'y a pas de conversion fulgurante au sens où Paul Claudel, par exemple, va pouvoir en être gratifié, voilà, les vêpres à Notre-Dame. Ah, le pilier. Voilà, le fameux pilier. Ça n'a rien à voir non plus avec l'illumination dont parlera Louis Massignon, parce qu'il est vrai qu'à cette époque, une bonne partie des intellectuels français dit se convertir. Mais Péguy sort du lot dans le sens où, et pour lui, c'est absolument essentiel de bien souligner qu'il n'a jamais cessé d'être dans la bonne voie. C'est ce qu'il dira en fait. Nous n'avons jamais cessé d'être dans la bonne voie. Nous avons pu être pécheurs, nous l'avons même été beaucoup. Donc il le reconnaît, il a erré, mais c'était une errance en fait qui était guidée quelque part, et guidée par toujours son souci de justice. Et c'est en poursuivant la justice, en cherchant la vérité, en n'hésitant pas à la gueuler, comme vous l'avez dit, ce sont encore ses propres termes, qu'il retrouve en fait, qu'il renoue plus exactement, qu'il renoue avec cette intuition de la pureté de cœur, de l'enfance, de l'espérance. Et du coup, à cette période, en fait, il est enfin unifié quelque part. Alors, nous n'avons jamais cessé d'être pécheurs. C'est tout à fait en consonance avec un texte qui va faire notre deuxième pause, la note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne, donc qui date de 14, c'est quasiment le dernier texte de Péguy, je crois, qui dit à peu près ça, et qui a c'est un des plus beaux textes que l'on peut écrire. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme, et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme, et même une âme perverse. Et on a vu sauver ceux qui paraissaient perdus. Mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni. On n'a pas vu traverser ce qui était imperméable. On n'a pas vu tremper ce qui était habitué. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. C'est que précisément les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels, et qui aiment à se nommer tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale, constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invincible arrière-anxiété,
une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent pas cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. Voilà, donc c'est un texte absolument magnifique. Oh, ben c'est somptueux. Alors, j'ai dit c'est le dernier texte de Peggy. Bon, la guerre va venir et on sait qu'il va être fauché dans les premières semaines de la guerre. Est-ce que c'est un point d'aboutissement ou est-ce qu'il allait plus loin? Est-ce que c'est représentatif de la pensée de Peggy? Alors, c'est tout à fait représentatif de la pensée et de l'action du chrétien, Peggy, mais aussi du socialiste, qui ne supporte pas l'injustice. On venait de mettre en place tout un système de mise à l'index de Bergson. Alors, il en profite pour faire une sorte de bilan philosophique, métaphysique. Pour lui, le bourgeon, c'est la promesse de l'arbre. Par conséquent, toute pensée, fût-elle la plus inaugurale, la plus contente d'elle-même, mais qui s'endurcit, serait comparable à l'écorce qui aurait oublié qu'elle fut d'abord bourgeon. Et le bergsonisme, c'est à mon avis le vrai tremplin de la foi catholique de Peggy. Pourquoi ? Parce que c'est une foi profondément judéo-chrétienne. Jean XXIII ne s'y est pas trompé lorsqu'il a mis, ainsi que ses collaborateurs, tout le Concile Vatican II sous l'inspiration du catholicisme qui accepterait d'avoir la sœur juive au-devant d'elle. Comme on le voit d'ailleurs dans certains vitraux de Chartres, où les grands prophètes de l'Ancien Testament portent sur leurs épaules les évangélistes. Alors pourquoi ? Pourquoi cette espèce de courte échelle ? Parce que tout simplement, pour Peggy, humaniste, chrétien, socialiste, on n'inaugure, on n'innove que si l'on continue. Et c'est, je crois, l'approfondissement de ce qu'il appelle, dans un texte mystérieux, qu'en pensez-vous, Marie, de 1905, Les suppliants parallèles, où il commence à comprendre que celui qui est le plus fort, c'est le suppliant. Ça n'est pas le supplié, parce que le supplié deviendra un jour, c'est le cas dans Oedipe, il deviendra suppliant. Et c'est ce que j'appelle, faute de mieux, l'approfondissement des figures de l'hospitalité. Une seule formule, dans le mystère des saints innocents, il fait dire à Dieu, oui, parce qu'il faut signaler à nos amis qui nous écoutent et nous regardent, que Peggy fait parler Dieu tant qu'à faire. Oui, il ne s'empêche rien. Licence poétique. Voilà, et grande licence poétique, parce qu'il y a une grande fidélité théologique dont Urs von Balthasar ne manquera pas de signaler la profondeur. Il appelle cela la théologie fondamentale, globale de l'espérance. Non, c'est une formule toute simple. Du mystère des saints innocents, Dieu dit « vous êtes mes hôtes ». C'est-à-dire que l'incarnation chrétienne fait que Dieu est notre hôte. Et il est révolté en 1911 lorsqu'il constate que les chrétiens bien pensants ont oublié cette subversion de l'hospitalité qu'est l'incarnation. Donc effectivement, une âme habituée, c'est l'horreur, c'est comme les prières mécaniques. C'est, voilà. Revenons donc à ce qui n'est pas une conversion. Vous l'avez dit, il y a une part d'hospitalité. Enfin, il faut accueillir chez soi, rappeler. Et puis, l'hospitalité, c'est aussi accueillir des gens divers. Bien sûr. Les laisser parler alors qu'on n'a pas envie forcément de les entendre parler. Enfin, il y a un côté qui... comment ça se traduit, cet engagement chrétien ? Ça serait quoi le chrétien Peggy ? Mais le chrétien Peggy, c'est le chrétien du début jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que tout est chrétien chez lui, dans le sens où tout se veut charité. Alors, je ne suis pas en train de le canoniser, mais c'est vraiment cette idée que la charité est au principe et au terme de tout. C'est vraiment la source et le sommet de ce qu'il a voulu mener comme existence et de toute existence profondément chrétienne. Et cette logique de charité, oui, est profondément hospitalière, vous l'avez très bien dit, Charles. Et notamment, je reprends l'une de vos formules que je trouve très parlante et qui pourrait un petit peu éclairer ce point. C'est l'enfant le véritable père du père. Et pour Peggy, c'est essentiel. C'est-à-dire que
on doit réapprendre, bon, c'est très évangélique, Saint Matthieu bien sûr, mais on doit réapprendre à redevenir donc, cet enfant et lui-même en fait, comme Bernanos d'ailleurs le dira par la suite, insiste sur la fidélité à l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être. C'est dans cette mesure qu'on est capable d'accueillir, d'être hôte. Le terme, enfin le français pour cela est très parlant parce qu'on est hôte à la fois quand on accueille et quand on est accueilli. Oui. Et les deux sont indissociables en fait chez Péguy. On ne peut accueillir que parce qu'on a auparavant été accueilli. Oui. Pour répondre et rebondir sur les remarques de Marie, la prière est la figure la plus riche de l'hospitalité, de Péguy l'hospitalier. Pourquoi ? Parce que c'est par la prière que je continue l'œuvre de Dieu, que je réincarne l'incarnation. Il dit, en 1912, je crois, je prie tout le temps. Il dit ça à son confident, c'est Joseph Lotte, qu'il faut vraiment saluer ici, qu'il est dans le chrétien ce que Bernard Lazare est dans le juif. C'est-à-dire, c'est profondément un judéo-chrétien. Et ça, la tradition, d'ailleurs des amitiés judéo-chrétiennes, ne s'y trompe pas. Hein. Et Mounier, en 1941, dans le contexte qu'on ne rappelle pas, antisémite. Et l'antisémitisme renaît chaque jour. Il dit, nous devons à nos frères juifs l'amour de l'intellectualité, l'intellectualisme, prendre au sérieux l'idée que par les concepts, par les mots, nous changeons le monde, et puis l'internationalisme, qui se retrouve dans le christianisme de Péguy, dans, j'allais dire, le rayonnement. Il est profondément laïque en ce sens, hein, c'est que, tout simplement, il ne regarde pas la nationalité des gens, il regarde leur cœur. Alors vous avez cité Bernanos, j'aimerais que vous fassiez une sorte de figure comparative, parce que c'est vrai qu'on en a plusieurs, hein. On a cité Claudel, on a cité Bernanos, on peut citer le père de Foucault, donc il y a Péguy, il y a aussi le neveu de Renan, Psychari, donc on sent que c'est une génération qui aime beaucoup se convertir. Comment vous les situeriez les uns par rapport aux autres ? Péguy et Bernanos. On sent bien que Péguy et Bernanos, c'est une certaine forme de proximité, par contre Péguy et Claudel, moins. Oui, en fait, je crois que c'était Claudel qui disait Péguy, c'est le poète de la plaine et je suis le poète des sommets ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on va dire qu'il n'y avait pas une vraie intelligence des deux. Donc je vais laisser de côté Claudel parce que je pense que, bien sûr qu'il y aurait des liens à faire, mais le lien qui me semble le plus pertinent, c'est celui que vous avez souligné avec Georges Bernanos, qui n'a pas compris d'emblée tout Péguy, hein, mais c'est par la suite qu'il l'a vraiment redécouvert, puis lu dans le détail en fait. Et le lien essentiel, c'est justement le rapport à l'enfance, la fidélité à l'enfant qu'on a été, hein, grandir, devenir un homme, c'est retrouver cette dépendance filiale, qui n'est pas du tout une aliénation, au contraire, hein, parce que s'il y a bien une aliénation, une dépendance qui n'aliène pas chez Péguy, c'est celle de l'amour. Donc redevenir enfant, c'est rentrer dans cette dépendance filiale qui est une libération. Et donc de ce point de vue-là, Bernanos se situe complètement dans la lignée de Péguy, et il dira de lui, c'est un homme qui répond quand on l'appelle. Voilà. Ce qui frappe beaucoup, c'est que Bernanos et Péguy, c'était un peu des chrétiens à la marge, et un peu des anarchistes, des révolutionnaires, enfin, ou des gens qui disent les choses pas forcément qu'on attend habituellement. Ça gueule beaucoup, mais pas uniquement parce que quelqu'un aurait envie devant nous de nous écouter ou de faire des effets de manche. Non. Ça gueule parce que de toute façon, il n'est de vie que dans ce que spécialiste, ce crétin, ancien maire d'Orléans, a appelé l'énergétique morale de Péguy. C'est cette idée qu'une vie sans énergie, pour Péguy, on ne suit que celui qui marche. Mais il dit aussi, quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre. C'est-à-dire que si quelqu'un ne relève pas le flambeau de la vérité, de la République, du message subversif, de l'Annonciation, enfin, voilà. C'est pour ça que dans cette belle lignée qui est aussi un lignage, il faut intégrer Mounier. C'est le grand continuateur. C'est celui qui, bien plus que les frères Tarot, dans la bibliographie, si vous voulez, redresse un peu la légende, disons, d'intégrisme conformiste que l'on peut produire, mais en coupant les textes. Non, c'est comme un anti-moderne. Alors, oui, mais c'est pour cela qu'il est notre contemporain. Oui. Parce que les commentaires recouvrent ce cas d'inacceptable.
la coalition des 3 capitalismes qui tuent l'homme moderne, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir et le culte de l'orgueil. Et vous avez à chaque fois un type de capitalisme qui éloigne les individus de l'enfance, de leur foi. Oui, on tourne autour du pot pour Peggy. Alors, la charité, Marie-Mé, l'espérance. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a charité qui dure dans le temps que parce qu'il y a l'espérance qui est toujours devant nous. Mais c'était implicite dans ce que Marie disait. Et donc, cette idée que la Peggy pourrait, à un moment donné, nous réveiller, nous contester dans nos complaisances vis-à-vis d'un de ces 3 capitalismes. Vous avez des gens qui, pour un honneur, et nous sommes durant Peggy dans l'affaire des décorations, l'affaire de Panama. Oui. Nous sommes dans une république qui dure, mais qui commence à être un peu corrompue, comme tout ce qui dure et qui se gargarise de son succès. Quelle leçon! Il n'est donc pas notre moderne, il est notre frère en actualité, en contemporanéité. Il est notre contemporain, mais un peu comme Jésus, pour celui qui est croyant, ou pour Socrate, pour celui qui est philosophe. Alors, je ne vous dis pas le croyant philosophe. Alors, il cumule. Alors là, et le péguiste, alors là. Non, mais quand il s'en prend comme ça au temps moderne, il a des raisons personnelles. Il vit pauvre, Marie l'a signalé, mais surtout, on lui met sans arrêt des bâtons dans les roues. Ceux-là même qu'il encense, l'année d'après, empêchent son succès qu'il aurait sauvé de la misère, de la pauvreté. Plus exactement, en lui refusant le prix de l'Académie française, qui, à l'époque, mettait à l'abri du besoin pour faire. Donc, il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de faux amis. Alors, on arrive à la fin de l'émission. On le trouve sympa, ce Peggy, et on va voir dans une librairie, on se dit qu'est-ce que je vais acheter, et on tombe sur les tomes de la Pléiade, il y en a plein. Je ne sais pas combien il y en a, 3. Bon, donc on bientôt une magnifique réédition des œuvres de poésie. Voilà, donc on se dit, ça fait 40 000 pages, non, 4 000 pages plutôt, de texte. Quels sont les grands, les grands ensembles de l'œuvre de Peggy, et qu'est-ce qu'il faut lire d'abord ? On peut pas. C'est une question subjective, donc répondez de manière subjective. C'est ça, parce que moi j'aurais envie de dire on ne peut pas choisir en fait. Ah non, mais on ne va pas tout lire parce que vous voyez. Et en même temps, il faut pouvoir se limiter. Notre jeunesse, c'est un texte qui est incontournable et puis qui est. Alors pourquoi ? Et de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit du récit, oui, c'est ça, une rétrospective de Peggy sur ce qu'a été son combat pendant l'affaire Dreyfus. Mais tout y est cristallisé, en fait. Tous les thèmes dont nous avons parlé et qui sont chers à Peggy, donc son amour de la justice, son désir de service de la vérité, l'espérance, son philosémitisme, etc. Tout y est. Donc, je pense que c'est un texte qui est capital. Et puis au niveau de la poésie, le Porche, l'espérance. Peggy est le poète de l'espérance. C'est lui qui l'a chanté, c'est lui qui en a fait la vertu théologale suprême, pas contre, mais presque supérieure à la charité telle qu'elle est chantée dans l'hymne aux Corinthiens. Donc, oui, bien sûr. Et vous, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Eh bien, écoutez, une série de textes qui illustrent la prescription d'une épître de Jean. Oui. Vous devez être redevable de ce que vous faites de l'espérance. Formule évangélique. Oui. À partir de là, espérance dans le monde profane et dans le monde politique de Jean Coste, 1902. Oui. Espérance morale, se tournant vers Dieu pour les croyants, les suppliants parallèles, texte admirable de 1905. Et donc, puis bien sûr, les suppliants parallèles. Ça c'est du Peggy. Il prend des extraits d'Oedipe, Roi, de Sophocle, et qu'il met en regard et en dialogue fraternel, avec une pétition des ouvriers à Saint-Pétersbourg en 1905, lors de la première révolution russe, lettre où les ouvriers demandent du pain et la liberté au tsar. Et il fait dialoguer les deux textes. Alors là, ça, c'est... Vous avez le plus lointain dans le temps, le plus lointain dans l'espace, et cela nous concerne. Et puis, bien sûr, notre jeunesse. Mais, alors ça, c'est une espèce d'exercice à la Saint-Ignace de Loyola pour les péguistes. Chaque année, nul n'est parfait, je relis les 8000 vers d'Ève, c'est-à-dire la grande somme théologique finale. Mais certains, comme dirait Peggy, tirent la montre. Vous voyez, quand on lit Ève... Oui. Non, chez Peggy, on ne se répète jamais.
Non, c'est vrai. Ça avance. C'est litanique. Voilà, c'est litanique. Ça n'est pas répétitif. Donc, vraiment, Ève, et puis bien sûr, mais là, on sera peut-être d'accord, Marie et moi, les 5 prières dans la cathédrale de Chartres. Oui, et je voulais aussi ajouter la note philosophique sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne. Bien sûr, Oui. bien sûr. Voilà. Très bien. Alors, merci de nous avoir fait découvrir Peggy. On peut vous retrouver dans des livres, comme ça on peut poursuivre le dialogue avec vous de manière... enfin, vous êtes un peu absent, mais vous êtes présent quand même. Charles Coutel, Petite vie de Charles Péguy, hérétique par fidélité aux éditions. Oui, que j'ai changé en sous-titre, puisque, écrivant, je crois que c'est mieux de dire l'homme cathédrale. L'homme cathédrale. Et puis, vous en avez parlé, l'hospitalité de Péguy, toujours chez DDB, donc c'est là où vous développez votre idée. Et puis, vous avez écrit avec Claire Daudin, alors vous pourriez peut-être nous le montrer, c'est quelque chose de très beau, c'est un objet un peu particulier, ça s'appelle un essai graphique, alors attendez, je vais vous le... Voilà, donc c'est paru chez Max Milo, éditeur. Alors, un essai graphique, j'ai appris ça, c'est un essai, et puis il y a des dessins. Voilà. Et je trouve ça très beau. C'est un livre très très beau chez Max Milo, éditeur. Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir Péguy. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et puis la regarder de nombreuses fois sur ktotv.com. J'ai oublié. Le site des Amitiés Charles Péguy. Je suis impardonnable. Oui, je vais vous le donner. Il y a un site Péguy officiel. Voilà. www.charlespéguy, comme ça s'écrit, .fr. Excusez-moi, j'allais oublier le plus important. Vous gardiez le meilleur pour la fin. Je gardais le meilleur pour la fin. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.